1867. Springfield, Massachusetts. À l'intérieur du bâtiment animé en briques de la Columbia Paper Bag Company, l'air est lourd de l'odeur âcre de la colle animale et de la poussière de papier sèche qui irrite la gorge. Les courroies de transmission en cuir grincent, les presses en bois et en fonte martèlent sourdement. Le long de longues tables éclairées par la faible lueur des becs de gaz et des fenêtres étroites, des dizaines de femmes sont assises. Leurs doigts bougent à une vitesse floue. Elles plient, collent et assemblent des sacs en papier. Parmi ces ouvrières se trouve Margaret Knight, 30 ans. Une femme dont le nom allait bientôt changer à jamais l'industrie mondiale de l'emballage et dont le génie d'ingénieur allait se heurter à un vol de propriété intellectuelle sans précédent. Imagine this workshop. There is no complex automation here, as we are used to today. In the mid-19th century, a paper bag was a primitive product, resembling an ordinary postal envelope. It had a V-shaped bottom. Try to imagine what it was like to try to place an envelope filled to the brim with apples, flour, or nails on a table. As soon as you let go, it falls over, and its contents spill onto the floor. Grocers, hardware merchants, and customers hated these bags. They were cheap to produce, but utterly impractical. Existait-il à l'époque des sacs à fond plat et rectangulaires, ceux dans lesquels nous transportons aujourd'hui nos courses du supermarché? Oui, mais c'était un article de luxe. Pour fabriquer un tel sac, il fallait réaliser une série de plis complexes, former un tube, plier les soufflets latéraux, créer un pli en losange au fond, appliquer de la colle et sceller la structure. Les mains humaines pouvaient le faire, mais le processus était incroyablement lent. Une ouvrière ne pouvait assembler que quelques sacs par minute. En raison du coût élevé du travail manuel, les sacs à fond plat étaient trop chers et ne pouvaient pas être produits à l'échelle industrielle. Les propriétaires d'usines rêvaient d'une machine qui pourrait automatiser cette danse géométrique complexe. De nombreux ingénieurs masculins ont tenté de créer un tel mécanisme, mais ont échoué. Le papier se déchirait, la colle séchait sur les engrenages et les couteaux froissaient les bords. La tâche semblait impossible. Mais Margaret Knight n'était pas une ouvrière ordinaire. Derrière son apparence tranquille se cachait l'esprit d'une ingénieure mécanicienne hors pair, forgée dans les dures réalités de la première industrialisation américaine. Pour comprendre comment son esprit a abordé ce problème, nous devons remonter 15 ans en arrière, à son enfance. 1850. Ville de Manchester, New Hampshire. Margaret, âgée de 12 ans, travaille dans l'une des immenses usines de coton de la Amoskeag Manufacturing Company. Les conditions de travail y sont brutales et dangereuses. Les rangées de métiers à tisser mécanique émettent un rugissement assourdissant qui fait vibrer les os. Au centre de chaque métier se trouve la navette, une lourde pièce de bois aux embouts d'acier qui vole entre les fils de chaîne à la vitesse d'une balle, tissant la trame. Un jour, sous les yeux de la jeune Margaret, une tragédie se produit. Le fil se rompt, le mécanisme se détraque, et une lourde navette, échappant à ses rails, s'envole du métier à tisser. Son extrémité en acier traverse le bras d'un des ouvriers. Le sang inonde le fil de coton. À cette époque, de telles blessures, et même des décès, étaient considérés comme un coût de production inévitable. Mais l'esprit de la fillette de 12 ans refuse d'accepter cela comme une fatalité. Elle commence à étudier la cinématique du métier à tisser. Margaret comprend que le problème réside dans l'absence d'un système de rétroaction. La machine ne sait pas que le fil s'est cassé et continue d'appliquer de la force à la navette. Quelques semaines plus tard, elle conçoit un dispositif simple mais ingénieux, un mécanisme d'arrêt de sécurité, Stop Motion Device. Si le fil se casse, un levier spécial bloque instantanément le mouvement de la navette, l'empêchant de s'envoler. Cette invention est bientôt adoptée par d'autres usines de Manchester, sauvant des centaines de vies et de membres. En raison de son jeune âge et de son sexe, elle n'obtient ni brevet ni argent pour cela. Mais cet événement définit à jamais son approche du monde. Si une machine fonctionne mal ou inefficacement, elle peut et doit être repensée. Depuis,
Margaret a eu le temps de travailler dans des domaines très variés. Elle a étudié la daguerréotypie, où elle s'est familiarisée avec la chimie de précision et l'optique. Elle a travaillé dans des ateliers de tapisserie et de gravure, où elle a maîtrisé l'utilisation d'outils de précision, de burin et d'instruments de mesure. Chaque nouvelle compétence enrichissait son arsenal d'ingénierie intérieure. Et voilà qu'en 1867, debout devant la chaîne de montage de la Columbia Paper Company, elle observe chaque jour le processus primitif de pliage des enveloppes en papier. Margaret remarque que les mouvements des mains de ses collègues sont strictement algorithmiques. Les doigts se plient, pressent, lissent. Si ces mouvements peuvent être décomposés en phases distinctes, alors ils peuvent être transmis à des cames, des leviers et des engrenages. Mais comment traduire la dynamique douce et imprévisible des doigts humains dans la géométrie rigide du métal ? Lorsque la longue journée de travail se termine et que les autres femmes partent se reposer, la journée de travail de Margaret ne fait que commencer. Elle retourne dans sa modeste chambre de la pension de Springfield. Il n'y a pas de laboratoire rempli d'équipements coûteux. Son atelier est une petite table en bois, une faible lampe à huile, des feuilles de papier, des crayons, des blocs de bois et un couteau de poche bien aiguisé. Margaret passe des nuits entières assise à sa table. Elle prend une feuille de papier rigide et, lentement, étape par étape, plie un emballage à fond plat, analysant attentivement chaque mouvement de ses mains. Où le papier subit-il le plus de tension ? À quel moment faut-il appliquer la colle pour qu'elle ne s'étale pas sur les surfaces adjacentes ? Elle comprend que la machine devra effectuer un cycle continu d'opérations. Elle doit concevoir un groupe complexe composé de plusieurs nœuds clés. Premièrement, un mécanisme d'alimentation qui déroulera le rouleau de papier avec une tension constante. Deuxièmement, un massicot qui devra couper la feuille avec une précision chirurgicale, créant un bord dentelé pour un meilleur collage. Troisièmement, un formeur de tubes. Mais l'étape la plus complexe était la quatrième, le fond plat lui-même. La machine nécessitera une sorte de doigt métallique capable de pénétrer à l'intérieur du tube en papier, de l'ouvrir et de former un pli en forme de losange sans déchirer le matériau fragile. Les premiers croquis commencent à apparaître sur la table collante. Margaret dessine des schémas cinématiques, engrenages, arbres, cames. Ses calculs sont précis, sa vision devient de plus en plus claire. Comprenant que les dessins plats ne peuvent pas prouver pleinement la fonctionnalité du mécanisme dans l'espace tridimensionnel, elle prend un couteau et des morceaux de bois tendre. Elle commence à découper les pièces de sa future machine. Le silence règne dans la pièce, seulement troublé par le froissement du papier et le léger grincement d'une lame qui détache des copeaux de bois. Margaret façonne des engrenages en bois, polit des arbres, assemble de minuscules courroies d'entraînement à partir de chutes de cuir. C'est un travail méticuleux, de joaillier. La création d'un prototype en bois est une étape nécessaire pour tout inventeur de cette époque, car la fabrication de pièces en fonte et en acier coûte une somme colossale. Après des mois de nuits blanches, d'erreurs, de refonte et d'améliorations constantes, le prototype en bois fini se dresse sur son bureau à Springfield. Elle tourne une petite manivelle. Les engrenages en bois s'animent avec un clic. Un morceau de papier est aspiré dans le mécanisme, une lame le coupe, des plaques de bois le plient en tube, un minuscule mécanisme forme le fond, et un sachet en papier parfaitement droit et rectangulaire tombe de la machine. Margaret regarde la machine miniature. Elle sait qu'elle a réalisé une percée. Ce mécanisme est capable de produire des milliers de paquets parfaits par jour, remplaçant le travail de dizaines d'ouvriers et révolutionnant le commerce pour toujours. Mais pour obtenir un brevet américain, un modèle en bois ne suffit pas. Elle a besoin d'un prototype fonctionnel en fer, capable de supporter des charges industrielles. Elle rassemble ses plans, emballe soigneusement le prototype en bois et décide de partir pour Boston, le centre de l'ingénierie mécanique de la Nouvelle-Angleterre. Elle ignore encore que dans l'un des ateliers de Boston, son invention de génie attirera l'attention d'un homme qui décidera qu'une femme n'a pas le droit de posséder une technologie aussi lucrative. Un homme qui commettra un vol éhonté pour s'approprier le travail de toute sa vie. Fin 1867.
Boston, Massachusetts. Une rue bruyante, remplie du grondement des calèches et du sifflement des machines à vapeur. Margaret Knight franchit le seuil d'un atelier mécanique qui contraste vivement avec sa petite chambre à Springfield. Ici, parmi l'odeur de l'huile de machine, du métal chauffé à blanc et de la fumée de charbon, tournent de lourds tours, grincent les fraiseuses et volent des gerbes d'étincelles. C'est ici que son rêve de bois est destiné à prendre chair d'acier. Pour déposer une demande auprès de l'Office des brevets des États-Unis, l'inventeur devait à cette époque fournir non seulement des dessins détaillés, mais aussi un modèle fonctionnel en fer de son appareil, prouvant son applicabilité pratique. Margaret engage des machinistes expérimentés de Boston pour réaliser son prototype en métal. Elle ne leur remet pas simplement les dessins. Elle se tient aux côtés des machines, contrôlant chaque millimètre des pièces usinées. Le processus de transformation d'un modèle en bois en un agrégat industriel s'avère incroyablement complexe. Le bois pardonne les petites erreurs, il est élastique et malléable. La fonte et l'acier exigent une précision mathématique. Margaret et les machinistes sont confrontés à de nombreux obstacles d'ingénierie. Comment régler la synchronisation entre le couteau qui coupe le papier et le doigt métallique qui forme le fond? Si le décalage et ne serait-ce que d'une fraction de seconde, le métal déchirera le papier en lambeaux. Comment contrôler l'alimentation de la colle pour qu'elle forme une bande régulière et ne sèche pas sur les engrenages? Jour après jour, mois après mois, Margaret perfectionne la machine. Elle apporte des ajustements directement dans l'atelier, elle recalcule les rapports de transmission des engrenages, modifie le profil des arbres à cames, ajuste les ressorts qui assurent la pression nécessaire de la presse. Ses mains sont couvertes d'huile de machine, elle respire la poussière métallique, mais chaque jour, la machine fonctionne de plus en douceur et rapidement. Un doigt métallique, qui plonge dans un tube en papier et l'écarte pour former un fond carré, se déplace avec une précision hypnotique. Bientôt, la machine commence à cracher des paquets finis à une vitesse jamais vue auparavant et avec une qualité irréprochable. La rumeur selon laquelle une mécanicienne construirait un appareil révolutionnaire pour la fabrication de sacs se répand rapidement dans les ateliers de Boston. Inventeurs, ingénieurs et simples curieux commencent à visiter l'atelier pour voir de leurs propres yeux ce prodige technologique. Margaret, absorbée par son travail, ne prête guère attention à ces visites. L'essentiel pour elle est de perfectionner le mécanisme. Parmi les habitués de l'atelier se trouve un homme nommé Charles Henan. C'est aussi un inventeur, un homme ambitieux mais dépourvu de génie véritable. Henan s'attarde longuement près de la machine de Margaret. Il observe la chorégraphie complexe des leviers et des engrenages. Il étudie attentivement le mécanisme de pliage du fond, mémorise la disposition des arbres et des cames. Il engage la conversation avec les machinistes, leur posant des questions techniques apparemment innocentes. Henan réalise rapidement l'ampleur de ce qu'il voit. Cette machine est une mine d'or. Elle est capable de monopoliser le marché de l'emballage en papier aux États-Unis et peut-être même dans le monde entier. Et le plus important pour lui, le brevet n'a pas encore été déposé. Dans sa tête, empoisonnée par la cupidité et le sexisme profondément ancrés de l'époque, un plan mûrit. Il est convaincu que la société, le bureau des brevets et les tribunaux ne croiront jamais qu'une femme soit capable de créer un mécanisme cinématique aussi complexe. Au XIXe siècle, on pensait que l'esprit féminin n'était pas biologiquement apte à comprendre les mathématiques supérieures et la géométrie spatiale des machines. Henan se persuade qu'il sera un jeu d'enfant de s'approprier cette invention. Alors que Margaret dépense ses dernières économies et son temps à perfectionner le modèle en fer, Charles Henan agit rapidement et en secret. Utilisant ses observations, il crée ses propres dessins, copiant presque entièrement la conception de Knight. Il engage à la hâte un autre mécanicien pour assembler un modèle simplifié et dépose une demande auprès de l'Office des brevets à Washington. Printemps 1868. Margaret achève enfin sa machine. Le prototype métallique est prêt. Il fonctionne parfaitement. Elle rassemble méticuleusement ses dessins originaux, ses notes, ses journaux intimes où elle a consigné chaque étape du développement.
des premiers plis de papier à la pension de Springfield au calcul des engrenages d'acier à Boston. Pleine d'espoir, elle envoie les documents à Washington pour déposer un brevet à son nom. Quelques semaines plus tard, elle reçoit une réponse officielle de l'Office des brevets et des marques des États-Unis. Lorsqu'elle ouvre l'enveloppe et lit la lettre, son cœur se serre. Sa demande de brevet est rejetée. La raison ? Une machine similaire est déjà brevetée. Le nom du titulaire du brevet est Charles Hénan. Le choc cède la place à la fureur. La technologie sur laquelle elle a travaillé pendant des années, passant des nuits blanches à découper des pièces de bois jusqu'à ce que ses doigts soient couverts d'ampoules sanglantes, a été volée par un homme qui n'a fait que regarder. N'importe quelle autre femme de cette époque, confrontée à une tromperie aussi flagrante et à un mur bureaucratique, aurait probablement abandonné. Poursuivre un homme en justice dans les années 1860 était incroyablement difficile, coûteux et impliquait une humiliation publique. Les femmes étaient rarement prises au sérieux dans les tribunaux, surtout lorsqu'il s'agissait de professions techniques et masculines. Mais Margaret Knight avait été endurcie par les usines de Manchester. Elle savait comment fonctionnaient les machines et elle entendait bien prouver comment fonctionnait la justice. Elle décide de défier Charles Hénan. Elle initie une procédure dite d'interférence de brevet, patent interférence. Une procédure juridique complexe et rare, dont le but était d'établir qui était le véritable inventeur initial de la technologie. Elle engage un bon avocat spécialisé en droit des brevets à Washington en dépensant toutes ses ressources disponibles. La préparation d'une bataille juridique acharnée commence. L'avocat Denens construit sa défense sur l'argument le plus évident et le plus sordide de son époque. La ligne de défense d'Hénan se résume à une seule thèse. Margaret Knight est une femme, et par conséquent, elle n'aurait pu physiquement et intellectuellement inventer une machine d'une telle complexité. Hénan s'affirme qu'elle a copié son idée en observant son travail. Pour gagner, Margaret n'avait pas seulement besoin de raconter son histoire. Elle devait briser les préjugés de genre avec des preuves matérielles irréfutables. Elle devait déplacer le procès du domaine des mots creux vers celui de l'ingénierie dure et vérifiable. Et elle savait comment faire. Automne 1868. La salle d'audience de l'Office des brevets. Panneaux de chêne massifs, visage sévère des examinateurs. L'air est chargé de tension. D'un côté, Charles Hénan est assis avec ses avocats, confiant, persuadé que le système est de son côté. De l'autre côté, Margaret Knight est assise. Devant elle, sur la table, repose non seulement une pile de documents, mais aussi un objet étrange recouvert d'un tissu. La bataille pour la machine qui changera le monde commence. Automne 1868. Audience dans un litige de brevets à Washington. La salle de l'Office des brevets résonne de la toux sèche des fonctionnaires, du bruissement des documents et d'une attente tendue. Les commissaires aux brevets, des hommes en redingote sévère, observent la scène avec scepticisme. Les litiges de priorité d'invention, patent interférence, étaient fréquents. Mais l'affaire Knight contre Annan se distinguait. Une ouvrière d'usine contestait le droit à un mécanisme industriel complexe à un ingénieur homme. La parole est à l'avocat de Charles Hénan. Sa stratégie est directe et s'appuie sur les stéréotypes sexistes profondément ancrés de l'époque. Il déclare à la commission que l'idée même que Miss Knight ait pu concevoir une telle machine est absurde. Il souligne la complexité des liaisons cinématiques, la synchronisation minutieuse des cames et des fraises. « Regardez ce mécanisme, messieurs », dit l'avocat en désignant les plans d'Annan. Il faut une intelligence masculine, une formation scientifique rigoureuse et une compréhension approfondie de la mécanique pour saisir les principes de son fonctionnement sans parler de sa création. Une femme est physiquement incapable d'une telle pensée abstraite. Annan affirme que Margaret s'est contentée d'observer son travail dans l'atelier de Boston et a tenté de s'approprier le fruit de son labeur. Le visage de Margaret Knight reste impassible, mais une rage froide bout en elle. Quand vient son tour,
Elle ne prononce pas de discours enflammés sur l'injustice. Elle parle un langage que les commissaires ne peuvent ignorer, celui des faits, de la chronologie et des preuves matérielles. Margaret appelle ses témoins. Un par un, les hommes qu'elle a embauchés et avec qui elle a travaillé sont assermentés. Son avocat de Boston, qui l'a aidé dans les démarches initiales, se présente. Ensuite, les machinistes de l'atelier de Boston, ces mêmes ouvriers rudes en tablier graissé, témoignent. Ils déclarent sous serment que c'est Mademoiselle Knight qui a dirigé la construction du prototype métallique. C'est elle qui leur donnait des instructions, c'est elle qui corrigeait leurs erreurs. C'est elle qui faisait les calculs directement sur les établis. Ils confirment que Charles Annan est bien apparu à l'atelier, mais qu'il n'était qu'un spectateur posant des questions auxquelles répondaient soit les ouvriers, soit Margaret elle-même. Margaret. Mais les témoignages ne suffisent pas à ébranler définitivement la confiance des Nans. Il faut des preuves matérielles irréfutables de priorité. Margaret ouvre ses dossiers. Elle dépose devant les commissaires de l'Office des brevets ses journaux et ses croquis. Ce ne sont pas de simples copies, mais des ébauches datant de plusieurs mois avant l'arrivée d'Henan à Boston. Sur les pages jaunies, on distingue les traces de sa quête intellectuelle. Calculs barrés, profils d'engrenages redessinés, formules de tension du papier. Mais l'argument principal devient ce qui est caché sous le tissu. Margaret retire le voile, et devant les fonctionnaires stupéfaits apparaît le modèle original en bois de la machine, sculpté par ses propres mains dans la petite pièce de la pension à Springfield. « Mesdames et messieurs, dit Margaret, ou son avocat en son nom, vous voyez ici le genèse de cette invention. Elle montre comment les engrenages en bois découpés au canif tournent, comment un minuscule mécanisme plie une feuille de papier et forme un fond plat parfait. Le modèle en bois correspond entièrement au schéma cinématique de la machine métallique pour laquelle Henin fait une demande. Elle explique méthodiquement à la commission, détail par détail, le fonctionnement de chaque composant. Elle parle des fractions de seconde de retard de l'arbre à cames, de la pression des ressorts sur le doigt de formage, de la viscosité de la colle. Sa connaissance du sujet est absolue, impeccable et profonde. Elle connaît cette machine comme une mère connaît son enfant, car elle a donné naissance à chacun de ses engrenages lors de nuits blanches. Charles Henan, en revanche, commence à se contredire. Lorsque les commissaires lui posent des questions techniques spécifiques sur la raison pour laquelle tel ou tel levier a cette forme précise, ou comment il est arrivé à un certain rapport de transmission, il ne peut donner de réponse claire. Il a copié l'apparence de la machine, mais il ne comprenait pas pourquoi elle était conçue ainsi. Il n'avait pas de brouillon, pas de prototype en bois, pas d'historique des erreurs et des corrections. Son mensonge devient évident pour tous les présents dans la salle. Après plusieurs semaines d'audiences intenses et d'analyse des preuves, le bureau des brevets rend son verdict. Ce fut une victoire sans équivoque pour Margaret Knight. Les commissaires statuent que les preuves de Mademoiselle Knight sont irréfutables, son talent d'ingénieur incontestable et que le brevet de Charles Annan doit être annulé. Le 11 juillet 1871, la justice triomphe définitivement. Le brevet américain numéro 116 842 pour une machine à fabriquer des sacs en papier, Improvement in Paper Bag Machines, est officiellement délivré à Margaret E. Knight. Le brevet décrit en détail tous les mécanismes: alimentation du papier, découpe, pliage du tube, formation du fond plat et collage. La victoire au tribunal lui a non seulement rendu son invention volée, mais l'a aussi rendue célèbre. Les journaux se sont emparés de l'histoire de la Lady Edison, comme on la surnommera plus tard, une femme de génie qui avait vaincu un escroc masculin. Avec ce brevet en main, Margaret n'eut plus jamais besoin de retourner à son dur labeur à l'usine. Elle fonde la société Eastern Paper Bag Company avec un associé du Massachusetts. Ces machines sont installées dans des usines et une révolution commence dans l'industrie de l'emballage. Les sacs à fond plat, auparavant assemblés à la main et d'un coût prohibitif, sont désormais produits par milliers à l'heure. Ils deviennent la norme dans tous les épiceries, magasins d'alimentation et pharmacies des États-Unis, puis du monde entier. Imaginez un supermarché moderne.
Quand la caissière prend un sac en papier brun résistant, l'ouvre d'un geste vif et qu'il tient droit sur le tapis grâce à son fond plat et rectangulaire, c'est la géométrie inventée par Margaret Knight il y a plus de 150 ans qui est à l'œuvre. Le concept de base de sa machine s'est avéré si parfait que les machines modernes de fabrication de sacs en papier utilisent encore aujourd'hui les mêmes principes cinématiques qu'elle a découpés dans des morceaux de bois en 1867. Margaret Knight ne s'est pas arrêtée à une seule invention. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a continué à concevoir. Elle a obtenu plus de 20 brevets et, selon certaines sources, a créé environ 90 inventions dans des domaines très variés. Des machines pour couper les semelles de chaussures au moteur rotatif à combustion interne. Elle est décédée en 1914, laissant derrière elle un héritage technologique colossal. L'histoire de Margaret Knight n'est pas simplement celle de l'invention du sac en papier. C'est un témoignage de l'incroyable résilience d'un esprit qui a triomphé à la fois d'un défi d'ingénierie complexe et d'un mur infranchissable de préjugés sociaux. Dans un monde de rouages, de fonte et d'huile de machines sales, où les femmes semblaient n'avoir aucune place, elle a prouvé que le véritable génie n'a pas de sexe et que la logique d'acier l'emporte toujours sur le mensonge.